Bon, bien, tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous et je suis ravi d'avoir entendu les présentations précédentes qui, pour un historien, sont effectivement très techniques, mais qui renvoient en réalité à énormément d'indices que je trouve dans mes documents, m'intéressant depuis 2013 au fonctionnement des vignobles de la Corse. La perspective étant de comprendre comment évoluent les principaux indicateurs environnementaux dans la très longue durée. Et c'est après un travail sur les vignes de Bourgogne que les sources de la Corse m'ont révélé une profondeur historique très nette. Et une grande partie de mes recherches porte sur la manière dont les vignerons ont implanté dans les différentes micro-régions ces vignobles, afin de comprendre l'ensemble des travaux qui accompagnent ces vignes pour, in fine, comprendre comment ces travaux sont le reflet de paramètres environnementaux et de paramètres sociaux et culturels. Alors, le sol est présent dans ma documentation, mais sous une autre forme que celle à laquelle vous avez pu répondre, en fait, et ça a éclairé pas mal d'éléments dans mon esprit. Je me propose de vous faire partager en quelques instants les grands éléments caractéristiques de cette île-montagne, dont la viticulture la plus connue est sans doute celle de la fin des années 1970, mais c'est une île qui a la chance d'avoir été une véritable éponge pour l'ensemble des cépages qui ont transité dans l'espace méditerranéen depuis des millénaires. Et ce que je vais vous présenter a trait à la viticulture des 3 derniers siècles, mais essentiellement le 18e et le 19e siècle. Alors, en premier lieu, nous avons affaire à une île-montagne. J'ai essayé de vous remettre 2 cartes, l'une qui est celle des AOC actuelles en violet, et l'autre qui est une carte constituée à partir des sources du XVIe et XVIIIe siècle. Bon, un paramètre essentiel, globalement, les grandes régions viticoles sont les mêmes depuis globalement le XVIe siècle. Le deuxième élément, c'est que dans cette île-montagne, 10% a une pente inférieure, 10% de l'île a une pente inférieure à 10%. Et les zones littorales qui ont accueilli des vignes dans la plus haute antiquité n'en ont plus eu réellement à compter du XIIIe siècle. Il faut donc se dire que ce ne sont pas dans les zones plates, planes, basses de plage que les vignes ont été implantées, même si toutes les communautés du nord au sud, quelle que soit l'altitude, ont eu un vignoble. Quand je vous parlerai de ces vignes, de ces vignobles, celles qui sont les vignes bien documentées sont les vignes qui ont alimenté un grand commerce de manière constante depuis le XVIe siècle. Et que nous n'en ayons pas eu l'idée est un fait sur le continent, mais quand au XVIIIe siècle ces vins arrivent à New York, c'est qu'ils sont recherchés. Et ils sont vendus plus cher parfois que des vins de Bordeaux ou des vins de Bourgogne. Donc il y a quelque chose qui fait que, à travers les aléas politiques que l'île connaît, en particulier au XVIIIe siècle, un siècle de révolution, il y a toujours des vignes. Cela alimente un grand commerce. Toutes ces vignes sont sur des terrains pentus, majoritairement granitiques. Il y a quelques exceptions dans la zone nord et dans la région de Bonifacio, avec une implantation sur des masses calcaires réelles. La plupart du temps, ce sont des sols schisteux, décomposés, granitiques ou d'arènes granitiques. Alors, tout l'enjeu est d'essayer de vous présenter comment ce vignoble est implanté et quelles sont les pratiques culturelles qui collent à l'usage de terrains
aussi compliqué à travailler, aussi dévoreur d'énergie. Alors, je vais essayer de vous présenter deux, trois petits éléments, mais voilà, vous voyez, est-ce que vous voyez une forme d'histogramme pour que vous ayez bien à l'esprit que le vignoble de Corse, globalement, bon voilà, que vous ayez une idée que dans cette île, globalement, jusqu'au début du 19e siècle, au début de mon histogramme, il y a bon an, mal an, l'équivalent de 7 000 à 8 000 hectares de vignes, autant que les sources permettent de le savoir, répartis sur 344 communautés d'habitants, avec des altitudes, la plupart du temps entre 300 mètres et 800 mètres d'altitude. Ça n'exclut pas des vignes plus élevées, mais en tout cas, rares sont les vignes qui sont au bord de la mer. Le 19e siècle connaît des développements du vignoble, mais jamais au-delà de 18 000 hectares globalement. Puis le phylloxéra va impacter ce vignoble, et c'est surtout la fin du XXe siècle, enfin les années 1960-70, qui correspond à l'explosion des zones viticoles, à tel point que pour des motifs sociaux, politiques, économiques, et puis de saturation de marché, il y a une vraie inversion depuis les années 1985-6, et on se stabilise dans les alentours de 6 000, 7 000 hectares de vignes. Et globalement, la période d'inflation des surfaces viticoles, c'est aussi la période de développement de vignes dans les zones de côte de plaine orientale, donc dans des zones basses qui n'étaient pas la règle de l'établissement des vignes en Corse pendant des siècles, et qui n'est plus véritablement le reflet principal de ce que sont les vignobles les plus qualitatifs aujourd'hui en Corse. Donc ça, c'est un point important à mon sens, que de comprendre que la longue présence des vignobles est principalement associée à des zones très pentues dans toutes les micro-régions. Mais il y a bien entendu des éléments plus variés à prendre en compte. Alors, ce document est fort dense, je vous l'accorde, mais globalement, au XVIIIe, XIXe siècle, voilà l'état des productions viticoles, et voilà à peu près les différentes régions qui y sont associées. Il faut bien voir que lorsque je vous donne l'idée de régions littorales soumises aux violents vents d'ouest, comme le Nebbio dans le nord, la région de Patrimoine, de Saint-Florent, ou encore donc cette région-là, ou encore la zone de la Balagne, les vignes sont principalement en retrait du littoral et sur des contreforts. Ce sont des vignes qui donnent principalement des vins rouges avec des cépages originaires de l'Italie et adaptés sur les lieux majoritairement, des Riminese, des Sangiovese, du Nieluch, mais il y a des dizaines de cépages, très sincèrement des dizaines. La pratique est le complant de 4 ou 5 variétés dans la même vigne. Le vin a une couleur rouge marquée, mais il est constitué de cépages qui sont blancs ou parfois roses, et majoritairement rouges ensuite. Les vignobles de la côte occidentale, dans la région d'Ajaccio, sont en fait des vignobles qui courent sur une grande partie de l'arête montagneuse et qui vont s'étendre entre 300 et 600 mètres d'altitude généralement. Ce sont des vignobles qui constituent des empreintes fortes dans chacune des grandes vallées de cette aire occidentale, avec une prédominance granitique prononcée. Et Vico est un vieux grand vignoble dans une cuvette intérieure. La Chinarque Sari d'Orcine est une grande micro-région
en retrait de la mer, qui est réputée pour les vins depuis le XVe siècle au moins. La région d'Ajaccio, Ajaccio elle-même était une ville entourée de vignobles sur des centaines d'hectares. Et puis chacune des vallées en direction de Bonifacio dispose, même les alentours de Sartène disposent d'un vignoble renommé, un vignoble qui fournit des revenus. Donc ce vignoble-là, ces vignobles, dans la durée, sont des vignobles qui suscitent de l'attention et qui suscitent véritablement une volonté de les faire durer. Il y a en outre des vins particulièrement réputés. Le 19e siècle en donnera la marque à travers les importations aux États-Unis, en Australie et puis dans toute l'Europe du Nord, notamment de vins dits de particolari, des vins très particuliers, très singuliers. Et puis, vous avez sur la côte orientale trois grands pôles de vignobles. Alors, il y a la région de Bonifacio, qui donne des vins, dit-on, très capiteux, avec des parties salines. C'est la grande enquête de 1822. Mais ce sont surtout des vignobles, ceux de Bonifacio, sur le Pial calcaire, avec une double contrainte. Une difficulté à disposer de réserves d'eau dans un environnement où les précipitations sont faibles, sont sans doute parmi les plus faibles de toutes ces zones viticoles corses dans la longue durée. Et puis la rareté des sols cultivables, et ça donnera des implantations vraiment très spectaculaires et très particulières pour un grand vignoble. La deuxième contrainte de Bonifacio, c'est que les tempêtes y sont particulièrement déchaînées durant les âges modernes, 17e, 18e, 19e siècle, donc temps contemporain également. Et donc, il faut créer des vignobles sur cet espace périphérique de Bonifacio en ayant à l'esprit que les vents peuvent très rapidement submerger d'embrun la totalité du Pial. Et il est même arrivé à plusieurs reprises que les tempêtes portent tant d'eau de mer, tant d'embrun au mois d'avril et au mois de mai que les vignes ont été grillées par le sel, complètement grillées dans leur végétation. Elles sont reparties l'année d'après, mais elles peuvent souffrir. Et puis, il y a les vignobles, le vignoble par excellence de Corse, qui est le vignoble du Cap Corse. Cette étroite bande de terre qui est bloquée entre la mer Tyrrhénienne et puis la Méditerranée française, si l'on veut, le golfe de Saint-Florent. Vous avez là une arête sur laquelle se développent des vignobles considérables qui donnent des qualités très diverses de vins, avec des vins blancs dominants, quelques très bons rouges, des muscats, des vins secs. Bref, il y a à peu près de tout. Et c'est la principale ressource de ce nord. Et puis la région entre Bastia et la plaine orientale est couverte de vignes également sur les pentes à 4 ou 5 kilomètres de la Méditerranée. L'intérieur n'est pas démuni puisqu'il y a un très grand vignoble dans la région de Corté. Et à chaque fois, la caractéristique, c'est que ces vignobles sont établis en situation de pente. Alors, j'ai ramassé sur l'essentiel de ce qu'il faudrait retenir sur ces trois petits textes. Comment fait-on structurellement pour implanter une vigne? Comment les Corses font-ils dans chaque micro-région? Il y a deux principaux cas. Quand la pente est très forte et elle peut dépasser les 20-30%, plus de 30% de pente, c'est le cas dans de nombreux villages du Cap Corse. Alors, quand la pente est très forte, on démaquise. Parce que quand on installe une vigne, on l'installe d'abord sur les terrains qui ont été longuement en repos ou qui n'ont jamais été mis en culture.
N'oublions pas que la pression démographique n'est pas telle au 17, 18, 19e siècle que la Corse n'est pas de terrain à mettre en valeur. Donc, il est possible en Corse d'avoir des réserves foncières pour ce type de culture vigne. Et la vigne est d'ailleurs un élément cultivé parce qu'elle rapporte de l'argent, elle répond à des besoins du quotidien et elle permet de valoriser des terrains dont les qualités seraient trop maigres pour la céréaliculture. Alors, quand on veut une nouvelle vigne, on démaquise, on dessouche le terrain, on le pioche abondamment, même sur les pentes. Tous les cailloux sont mis de côté. On les accumule. On en fait des terrasses en les implantant sur les lignes rocheuses, là où il y a des pierres qui sont indélogeables. Et en fait, c'est autour de ces appuis rocheux que les terrasses vont se construire. L'aplanissement de la planche a lieu, de la terrasse a lieu. C'est un travail des zapajols, hein, des travailleurs de la terre avec leurs pioches. Ils relèvent régulièrement des cailloux, ils grattent la pente, bref, ils terrassent la pente. Et puis, ils construisent une succession de nouvelles terrasses au fur et à mesure où ils en ont gagné une. Donc, ils établissent des murs de soutènement successivement, permettant de transformer toute la pente en un espace travaillable, si on veut, cultivable de meilleure manière. Parfois, les travailleurs préfèrent ne pas déstructurer une partie du terrain dont les racines et le maquis initial servira pour retenir la terre que l'on va essayer d'aplanir derrière ce petit rebord. Pour tout dire, le but est d'abord de créer les espaces plans en plus grand nombre possible. Mais on ne s'amuse pas du tout à implanter la vigne sur les pentes sans avoir aplani les terrains. Ensuite, on installe la vigne. Et là, on installe la vigne dans des fosses. C'est une pratique générale dans quasiment toutes les régions de Corse, peut-être avec un peu moins de présence dans la zone de Bonifacio. Les vignes sont installées dans des fosses qui font 1 mètre à 1 mètre 50, dit-on parfois, de profondeur, qui en arrière-plan veut dire que les travailleurs, après avoir aplani les surfaces, vont creuser des profondes tranchées, faisant rejaillir des nouveaux cailloux qu'ils vont mettre de côté. Et c'est la pratique qu'on retrouve quand la pente n'est pas très forte. On va tout de suite créer les fosses, plus d'1 mètre de profondeur, casser les éléments rocheux du sous-sol, mettre de côté les blocs les plus gros. Alors, quand on veut faire la terrasse, ces blocs qu'on retire permettent de remonter les terrasses. Et quand on est dans des terrains plus plans, on va s'en servir pour faire des murets autour des vignes, pour les protéger. Protéger des animaux, protéger des passages. Quand la fosse est bien créée à bonne profondeur, les travailleurs remettent les débris végétaux qu'ils ont retirés ou qui sont encore présents après le démaquisage. Ils remettent également les cendres issues des feux des accumulations de bois du maquis. Donc, tout ce qui a été brûlé, tout ce qui pourrait encore pourrir est remis au fond de la fosse. Puis, les pierres qui avaient été retirées, les plus petites, disons, forment un lit au fond de la fosse. Puis, des couches de terre sont remises au fond de la fosse. Puis, systématiquement, ce sont soit des jeunes chevelus de vigne, soit des sarments qui sont implantés, et puis à nouveau, on les entoure de terre. Et puis enfin, en surface, sur ces zones devenues assez planes, l'idée est de créer une petite cuvette de manière à ce que
l'eau puisse, dans les premiers temps, s'y accumuler. Parce que comprenez bien que l'intérêt de tout ce travail, c'est non seulement de faciliter après coup le travail en étant sur des zones plus planes, mais également d'obtenir la rétention de l'eau, alors que les pentes faciliteraient au contraire l'écoulement rapide, l'érosion, la perte du sol cultivable. Donc là, on gère avec cette technique, on gère aussi les écoulements de l'eau. Et puis on fait en sorte que l'eau s'accumule au maximum dans chaque étage des terrasses. Et puis les terrasses sont des murs qui respirent, ça veut dire que l'eau peut s'infiltrer et puis suinter par le biais du mur rocheux vers la terrasse du bas. Et puis quand on installe des petits sentiers, des chemins, on fait en sorte de créer des lignes d'écoulement pour toutes ces eaux. Bref, la vigne est installée dans des fosses, le terrain est déstructuré, hein, il a été retourné, ça demande un travail épuisant. J'en ai encore eu confirmation dans des enquêtes auprès de vieux travailleurs qui m'ont promené sur des terrains qu'ils avaient retournés dans les années 1950, dans les dernières installations de vignes sur ce modèle. Et puis, généralement, un petit peu partout, il y a un pressoir établi dans les vignes, ou alors un pressoir dans une cabane, ou alors un pressoir directement installé de manière assez rudimentaire dans un rocher près de la vigne. On creuse un trou dans le rocher pour pouvoir y mettre une poutre qui servira d'appui pour presser les raisins dans une grande cuve elle-même faite en pierre à même la vigne. Donc l'équipement est tout de même rudimentaire. J'attire votre attention sur le fait que il y a des éléments communs dans toutes les régions, c'est que le maquis, en tant que tel, il n'est pas brûlé n'importe comment, on ne démaquise pas n'importe comment. Il y a un fait qui m'a beaucoup intéressé, c'est que les arbousiers, ces arbres dont les sources disent que les racines sont très profondes, les arbousiers, quand ils sont nombreux dans une zone, indiquent le sol où on veut implanter la vigne, avec cette idée que les racines de la vigne pourront, dans le futur, se glisser dans le soubassement rocheux qui aura d'abord été fragilisé par la puissance des racines de l'arbousier. Donc, vous avez l'indication par les végétaux en surface d'un terrain que la société, du nord au sud, pensait propre pour permettre une implantation de longue durée des vignes. Et puis, il faut voir que dans toutes ces vignes, on va réemployer des éléments venus du maquis qui servent d'échalas. Et il semble qu'il y ait eu une conception de l'échalas qui nuit à la vigne et de l'échalas qui ne nuit pas à la vigne. Ça veut dire qu'il y a certains arbres du maquis, certains arbustes du maquis, dont on pense que les bois ne doivent pas rester en présence de la vigne parce qu'ils joueraient un rôle anesthésiant pour les racines de la vigne, alors que d'autres sont réputés protecteurs de la vigne. Alors, l'historien que je suis ne peut pas vous dire si c'est vrai ou faux. La vérité, c'est que ces vignes-là, on les retrouve dans les archives, aux mêmes endroits, très longtemps, mais est-ce que cela vient de cette association avec tel ou tel bois? Honnêtement, je ne peux pas vous l'affirmer. Les vignobles occupent véritablement des régions très vastes. J'ai essayé là de vous donner l'idée à Corté, au cœur du sillon central, le début de la Restonica, qui est cette vallée qui conduit dans la haute montagne, était complètement prise par la vigne. Et puis toutes les régions, toutes les pentes exposées au soleil levant recevait un très grand vignoble qui a atteint jusqu'à 400 hectares de développement.
La vigne court jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et cela donnait un paysage complètement marqué par les terrasses, dont on devine encore les linéaires et les structures sur les photos des années 1950. Il faut voir que vous ayez quelques images encore. La région de Patrimoine et de Saint-Florent, qui est si célèbre pour ses vignobles aujourd'hui, le long de cette arête de Barbaggio, cette arête granitique avec la mer au loin, cette région de Patrimoine, elle accueille effectivement un vignoble très ancien, mais quand on travaille les archives de la région, on s'aperçoit que les anciens vignobles sont bien associés aux villages qui sont sur les pentes bordant la conque d'Or. Je l'ai repéré par ce trait rouge. Et ce sont des vignobles qui prennent un développement très fort du côté de Patrimoine, déjà en 1775. Ceci est une carte réalisée par le dépouillement du terrier général de l'île de Corse, qui est un relevé précis des cultures développées dans chaque région, dans chaque communauté. Donc vous voyez qu'en 1860, d'après le cadastre fiscal, en ayant travaillé parcelle par parcelle sur tous les cadastres de ces régions, le vignoble semble s'être réduit les années 1850. Néanmoins, la zone de patrimoine demeure stable et le vignoble ancien demeure encore associé, enfin, demeure la base de ce vignoble sur les pentes. En revanche, l'arête de Barbaggio, l'arête en rouge, n'est pas utilisée pour les vignes. On a installé les vignes en face du golfe de Saint-Florent. On n'a pas placé les vignes à l'abri de l'arête rocheuse de Barbaggio. Donc, ce sont des vignes sur les pentes qui affrontent de plein fouet les vents de l'ouest et les violentes tempêtes. Et ce sont des vignes qui sont installées sur des terrasses. Elles sont implantées en fosse. C'est du Nielucci, du Sangiovese, principalement. En 2019, d'après les déclarations réalisées par les viticulteurs, le vignoble s'est en revanche davantage, enfin c'est le témoignage d'une recomposition du vignoble depuis les années 1930-40 au pied de l'arête de Barbaggio. Il y a sans doute eu là un changement de localisation du fait de l'abandon de terres trop difficiles à cultiver, trop demandeuses de travail initialement. Mais si on prend le vignoble de patrimoine jusque dans les années 1860, avant le phylloxéra, c'est essentiellement des vignobles de pente et en terrasse, installés en fosse, avec une gestion de la pierre très importante. Bon, je vais terminer par ces quelques petites remarques, c'est que les méthodes d'implantation de la vigne suscitent une critique énorme de la part des agronomes du 19e siècle. Le regard est très critique parce que le défonçage du sol paraît très coûteux pour installer les fosses. Et puis, beaucoup dénoncent l'inutile déstructuration de ces sols pentus qui conduirait presque à la fragilisation générale des montagnes. Il y a aussi des motifs économiques. Ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour faire travailler des hommes de force pour ce type de tâches. Il vaudrait mieux se concentrer sur le grattage superficiel et puis l'installation des chevelus. Il y a les motifs environnementaux, parce que beaucoup d'agronomes dénoncent dans ces travaux de profondeur la création de structures de terrasses trop fragiles face aux intempéries répétées et très fortes. Il faut en effet entretenir les terrasses de peur qu'elles ne finissent par s'effondrer après des violentes pluies qui s'accumulent parfois pendant quelques semaines dans les années 1880-90.
Et puis, il y a l'idée que de toute façon, la viticulture, la meilleure, elle ne peut se développer que dans des zones planes et basses. Donc, tout ce qui est viticulture de montagne est associé à quelque chose à, comment, à refuser, à abandonner. Mais les propriétaires, tout en soulignant de leur côté qu'il y a un vrai coût pour implanter de telles vignes, disent que les terrasses permettent de valoriser tout l'espace. Ils insistent toujours sur l'idée que les terrasses sont plus solides que les agronomes ne le disent. Ils insistent sur le fait que les terrasses jouent surtout le rôle pour ralentir les écoulements des eaux et qu'au fond, les vignes ne sont jamais noyées dans leurs racines, elles sont toujours dans un sol sain, mais dans un sol où elles peuvent s'enfoncer beaucoup plus que si on les établissait, c'est leur croyance, dans les zones les plus basses de l'île. Il ne faut pas oublier que les zones basses de l'île, ce sont les zones où se trouvent principalement les activités d'élevage jusqu'à la fin du 19e siècle, puisque l'élevage oscille entre les plages et la montagne. Je vous cite enfin ce regard étranger. Il se trouve que beaucoup d'agronomes russes sont venus en Corse, notamment par les réseaux Villemorins. Et ils sont venus en Corse pour se former entre les années 1910 et les années 1930, notamment les équipes de Vavilov dans les années 1930. Leur idée était de regarder comment les Corses s'y prenaient pour faire face à des étés très secs et comment ils géraient leur viticulture. Un savant russe du nom de Tupikov relate de son côté l'expérience qu'il a menée dans l'actuel Ouzbékistan, dans une station russe, une station expérimentale russe. Tupikov s'était inspiré de ce qu'il avait appris en Corse et il a essayé de voir si la vigne pouvait être cultivée dans un contexte de stress hydrique sans aucune irrigation. Il a appliqué la méthode des Corses. Il a établi dans des zones très arides de l'Asie moyenne, comme il le dit, des fosses. Dans les régions où les précipitations étaient inférieures à 300 mm par an, il a exactement créé les fosses comme les Corses le faisaient. Il a implanté des pieds de vigne dans la fosse, il les a recouverts de la bonne épaisseur de terre, et il a fini par observer, alors moi je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas la source elle est intéressante, les cailloux de la fosse, au fond de la fosse, jouent un rôle marqué pour retenir l'eau. Et il évoquait dans ses comptes rendus le fait que lorsque l'évaporation est très forte, le lit de cailloux en profondeur est susceptible de créer un espace de rétention des eaux qui remonteraient depuis les basses couches du sol. Et alors, il avait observé que la vigne se comportait dans ces zones sèches comme s'il avait plus seulement 500 à 800 mm par année. Tupikov démontrait que le travail était utile au maintien de l'humidité profonde, utile à une bonne aération du sol et que cela permettait même d'amplifier la vie du sol autour des racines de la vigne. Alors, ça m'a paru tellement intéressant de constater que la manière d'implanter en fosse, y compris sur des sols pentus, pour lesquels on avait créé des terrasses, cette manière-là d'implanter en fosse, elle inspire les agronomes russes dont, disons-le, le grand problème structurel depuis les années 1860, c'est de réfléchir à la manière d'affronter les sécheresses que, d'une part, l'empire des Romanov essuie de manière multipliée depuis ces périodes, puis ensuite les soviétiques auront affaire à ces problèmes de sécheresse. Donc, comment s'y prendre? Alors voilà comment les fosses pour implanter les vignes en Corse étaient particulièrement intéressantes. Bon, pour conclure, parce que je suis trop long déjà,
Sachez que les vignes en Corse, finalement, je ne trouve pas de maladie de manière réelle jusqu'au phylloxéra 1869. Même l'odium a été assez rapidement jugulé, semble-t-il, au-delà des déclarations générales des autorités. Le sol de la vigne était utilisé pas simplement pour la vigne, mais en fait des arbres fruitiers étaient implantés, les oliviers, des figuiers, sur les zones de source quand il y en avait, des cannes dans les lignes d'écoulement des eaux, et puis il y avait des légumes, et notamment de l'ail, on cultivait de l'ail, des oignons dans les vignes, on cultivait toutes formes de légumes, des blettes, etc. Et puis en hiver, on n'hésitait pas à faire paître l'herbe des vignes par les moutons. Et puis au printemps, on utilisait l'herbe des vignes pour préparer quelques foins pour des animaux domestiques. Et finalement, les vignes n'ont jamais été, avant les années 1950, elles n'ont jamais été propres au sens où l'entend l'agriculture traditionnelle, à savoir la vigne côtoie une quantité énorme d'autres végétaux qui poussent en variété sur ces zones sous lesquelles le terrain a été abondamment déstructuré. Alors, aujourd'hui, il y a une fleur qui est un souci qui pousse dans les vignes dans pas mal de vignes de Corse, et ce souci passe pour l'une des fleurs les plus communes à ces vignes traditionnelles. En tout cas, ça semble indiquer aux yeux des vignerons que ces fleurs orangées témoignent de la qualité de la vigne. Voilà pour conclure donc le sol est déstructuré, la pente est aménagée, on joue avec la pierre et on installe des vignes qui peuvent vivre 120 ans d'après la documentation disponible. Merci à vous.